je vous prie d'accueillir mes formidables acolytes. Alors, nous avons évidemment Alexis Langlois, la cinéaste Alexis Langlois, qui a présenté la semaine dernière, non pas du tout, c'était vendredi, son film Les Reines du Drame. L'essayiste et la voix de radio Taous Merakchi. La journaliste et écrivaine Marion Olité. Et la journaliste, notamment on la retrouve dans Écran Large, et responsable de la chaîne, créatrice de la chaîne Demoiselles d'horreur, Judith Beauvalet. Oui, alors, non, mais où sont les micros? On le fait à haute voix? Moi, je suis pour. Ah, oui. On t'a dit c'est familial, c'est accessible. Bienvenue à la maison. Voilà, bienvenue. Et donc, bienvenue à la maison parce que en fait, ça va très bien avec Buffy, cette sensation d'être bienvenue à la maison. D'ailleurs, pour commencer cette table ronde, alors juste un petit rappel, au cas où il y a des personnes qui ne seraient pas des Buffy-zouzes dans cette salle, pas grave, vous êtes accueillis et c'est le moment de venir nous rejoindre. Alors, en quelques mots, Buffy, c'est une série qui a été créée par Joss Whedon et qui a existé de 1997 à 2003. Il y a 7 saisons. C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui se retrouve avec un poids extraordinaire. Elle est la tueuse. Elle doit débarrasser le monde des vampires et des démons. Pas de bol. Elle vit à Sunnydale, qui est la bouche de l'enfer. Donc elle cumule quand même. Et au-delà de ça, elle est aidée par un formidable Scooby Gang, c'est-à-dire ses amis et son observateur. Enfin bon, j'espère que vous en avez entendu parler quelque part, sinon ça va être long cette discussion. Alors pour commencer, j'ai un petit extrait à vous montrer et j'aimerais bien que vous réagissiez toutes les 4 dessus. Alors, il y en a qui avaient su repérer l'épisode juste avant. Est-ce qu'on sait de quelle saison est ce générique? 3. Wouh! Alors, quand on dit qu'on a des experts autour de cette table... Est-ce que vous aussi, vous avez un générique préféré ou pas? Parce que ouais. Moi, c'est celui où, à un moment, on la voit avec son long manteau vert en train de courir au ralenti dans un virage, tu vois? Ah, mais oui! Bon, j'avoue, quand j'ai choisi l'extrait, j'ai pris le 3 parce que c'est mon préféré. Mais voilà, très ouvert. Mais alors, quand vous voyez justement le générique de Buffy, ça fait quoi pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça? Voilà, déjà. Ouais, alors moi, en fait, le truc, c'est que j'ai découvert Buffy beaucoup trop tardivement. Enfin, pas trop tardivement, c'est jamais trop tard pour découvrir Buffy. S'il y en a qui n'ont pas vu, allez-y. Mais j'étais largement adulte. Je sais, pour différentes raisons. J'avais pas regardé ça quand j'étais gamine, c'était stupide. Et du coup, en fait, pour moi, ce générique, c'est vraiment le moment où je me suis sentie basculer dans un truc super kitsch, rétro, un petit peu, voilà, très années 90, et où je me suis dit, mais en fait, c'est vachement cool, j'avais beaucoup trop de préjugés, et j'aurais dû regarder cette série directe, et voilà, en fait, je sais pas, pour moi, en fait, du coup, c'est vraiment récent, ma découverte de ce générique, et du coup, un plaisir de retomber, en fait, dans des années 90 qui auraient pu être plus belles si j'avais regardé ça à l'époque. Voilà. Et vous, alors, un petit peu, est-ce que ça vous rappelle des soirées adolescentes, enfants? Vraiment, moi, c'est... Dès que je le vois, dès que je l'entends, j'entends les premières notes, je suis dans le canapé du salon avec ma mère et on est comme ça. Et c'était notre rituel à nous, à tel point qu'il y a certains épisodes que j'ai ratés, parce qu'à l'époque, on ratait des épisodes et si on les ratait, c'était trop tard, parce que j'étais en vacances et elle m'appelait pour me les raconter. Notamment un certain avec un seau dans le vide. J'ai raté ça, voilà. Okay. Tous ceux qui n'ont pas vu la série sont genre, mais de quoi il parle? Mais si. Je suis trop contente parce que vraiment tout le monde a fait oui, voilà. Celui qu'il fallait pas rater. Et Spike, il a pleuré, je me dis non. Alexis? Bah oui, pareil, moi c'est vraiment l'enfance. Moi j'ai découvert ça quand j'avais 9 ans. Je me souviens encore du premier épisode que j'ai vu, c'était dans la saison 2, c'est quand Oz apprend qu'il est un loup-garou. Et bah ouais, c'est ça, puis c'est un peu le début d'une obsession et quelque chose qui m'accompagne. Je pense que je regarde la série une fois par an entièrement, donc un peu obsesse. Et puis toutes les personnes que je rencontre, je les force un peu à regarder la série. Et d'ailleurs, plein de personnes ont des préjugés parce qu'ils pensent que c'est une série très teen, ce qu'elle est aussi, mais un peu légère. Et vraiment, toutes les personnes qui le découvrent sont assez
étonné et comment dire bouleversé parce que c'est une série hyper profonde sur les angoisses, mais on va en parler après. Mais voilà. Et juste moi les génériques, c'était les débuts d'Internet. Pardon, c'était vraiment genre en 97-98. Et en fait, j'étais obsédé par les génériques et je regardais les génériques avant qu'ils sortent de la saison précédente pour voir les trucs. Voilà, j'avais des sites. Donc ça m'évoque ça un peu une obsession un peu de fangirl. Voilà, folle. Ah oui, non, mais t'avais des sites que j'avais pas visiblement à l'époque, mais ça m'intéresse. Marion ? Ouais, bah moi ça me fait sourire. En fait, tout de suite ça me donne un grand sourire et j'ai juste envie de me refaire un énième binge-watching de Buffy. Mais ça me ramène évidemment pareil à mon adolescence. Pour le coup, je le regardais pas avec mes parents, mais j'étais un peu, seule devant mon écran. Mais c'est vraiment, ça me renvoie tout de suite dans ma chambre d'adolescente quand j'avais 14-15 ans et que c'est arrivé sur M6 pendant la trilogie du samedi soir. Voilà. Ah bah oui, parce qu'on ne peut pas parler de Buffy sans parler de la trilogie du samedi. Je ne sais pas s'il y avait des fans de la trilogie du samedi dans la salle. Levez les mains, voilà, Voilà ouais, c'est bien, on a tous le même âge. Et voilà, vous êtes outés aussi, puisque j'ai été outée. Allez, tant pis pour vous. Mais alors justement, c'est intéressant, Alexis, parce que tu as parlé du fait que c'est une série adolescente. Et oui, c'est une série adolescente. Ça apparaît dans les années 90, mais c'est pas la seule série adolescente à ce moment-là. On a Beverly Hills, par exemple. On a alors My So-Called Life, c'est-à-dire Angela, 15 ans. Il y avait Sauvé par le Gong. En fait, pourquoi Buffy sort du lot, finalement ? Qu'est-ce qui fait que Buffy, d'un seul coup, existe un peu plus fort que les autres ? En tout cas, en France, je tiens à dire. Je sais pas, je regardais plein d'autres, je regardais aussi Charmed, mais bon, désolé pour les fans de Charmed, mais Charmed c'est vraiment pas bien, enfin je trouve que c'est nul, et ça a très mal résisté au temps. Je regardais, c'était dans la trilogie aussi, mais en fait Buffy, je pense que c'est qu'elle reste, enfin pour moi c'est quelque chose qui m'accompagne, et de revoir les épisodes en ayant grandi, en fait on s'identifie à des personnages différents, il y a des angoisses différentes de l'époque où je la regardais, et je trouve que c'est une série tellement profonde qu'on peut la regarder à n'importe quel moment de sa vie, et en fait on va toujours être happé par soit des personnages, des intrigues, et voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est très beau. Justement, qu'est-ce qu'elle dit de l'adolescence, en fait, finalement ? À quel point elle parle si fort aux adolescents qui la regardent, ou les jeunes adolescents. Moi aussi, j'avais 9 ans, à peu près. Mais voilà, mais peut-être que je mens. Donc... Je pense qu'il y a un côté cheval de Troie avec Buffy aussi qui marche très bien, c'est qu'on y va en se disant ah cool, c'est un Monster of the Week, pour chaque épisode on va être le gros monstre. Alors après effectivement, comme dans toutes les séries, surtout de cette époque-là, il y a un long fil rouge qui se déroule avec une intrigue plus globale, mais surtout dans chaque épisode, à chaque fois ça venait taper sur des thèmes qui en fait étaient plus profonds qu'ils en avaient l'air, et tout est sérieux. Tout est une question de vie ou de mort, et en fait quand on est ado c'est exactement ça la vie, tout est une question de vie ou de mort, tout est sérieux, tout est hyper important. La moindre querelle avec sa meilleure pote, c'est le monde qui s'effondre, et tous les adultes qui nous disent tu connais pas les vrais problèmes. Bah non, j'ai 14 ans, donc pour moi c'est ça un vrai problème, et tant mieux, ça veut dire que ça va ma vie en fait. Donc c'est un truc c'est une promesse que je me suis faite à moi-même, on va voir si je la tiens, c'est que j'ai une petite fille qui va être ado à un moment. Et je me suis promis de faire attention à ne pas tomber dans ce cliché du parent qui balaye du revers de la main les problèmes d'ado, parce que je me souviens vraiment à l'époque que tout se jouait au jour le jour, à chaque interaction, à chaque conflit, tout était hyper important. Et dans Buffy, il y a des trucs qui sont hyper... dans lesquels on peut vachement se retrouver. Il y a des querelles de couple, il y a des querelles amicales, il y a plein de trucs, mais tout ça sur un fond de potentiel apocalypse. Et en fait, c'est vraiment ce ressenti qu'on a quand on est ado, où en fait, le moindre faux pas, c'est « Ah, bah mince, la bouche des enfers s'ouvre et on va tous crever !» Oui, à un moment donné, il y a Joyce, par exemple, la mère de Buffy, qui lui dit « Non, tu peux pas sortir, ça va pas être la fin du monde. » Si, littéralement, ça va être la fin du monde. Marion ou Judith, peut-être, parce qu'on se partage le micro. Oui, aussi je pense qu'il y a un autre facteur qui a fait que la série a très bien vieilli, je trouve. C'est un peu son approche aussi du vampire, où en fait, parce que Buffy, malgré tous les thèmes profonds et sérieux que la série aborde, il y a aussi quand même beaucoup de second degré. On rigole quand même beaucoup devant Buffy. Parfois, moi en tout cas, je ne savais pas avant de la regarder à quel point en fait c'était une série qui était drôle aussi. Et en fait, la représentation du vampire à travers le cinéma, enfin l'histoire du cinéma, c'est des choses parfois assez compliquées, entre des takes hyper sérieuses, hyper romantiques, gothiques,
personnellement j'adore, il n'y a pas de souci. Et aussi, surtout ces dernières années, des takes beaucoup plus humoristiques, beaucoup plus second degré. Aussi, je pense, parce que Twilight est passé par là et que maintenant c'est parfois difficile d'avoir l'air sérieux en voulant faire du vampire. Et en fait, dans Buffy, il y a vraiment un peu les deux, les moments où les vampires sont archi-prédateurs. Et encore une fois, quand ils sont prédateurs, c'est pour parler effectivement de thèmes réels et profonds et qui peuvent complètement parler aux adolescents et aux adultes. Et en même temps, aussi quand même une approche parfois second degré. Je repense là à l'épisode que j'ai revu récemment quand c'est dans la dernière saison, au moment où elle croise en vampire quelqu'un qu'elle a connu au lycée, qui lui fait un peu une séance de psy, une thérapie et tout. Et en fait, le vampire devient prisme à raconter tout un tas d'autres choses, en n'oubliant pas que l'idée du vampire, des gens avec des dents longues qui se baladent dans un cimetière, ça peut être drôle, et en même temps, ça peut être vecteur de plein de choses beaucoup moins drôles. Mais Buffy, si elle reste marquante quand on est adolescent et qu'on la regarde, c'est qu'elle vient aussi taper dans des monstres, un peu des terreurs enfantines qu'on a encore quand on est ado, quand on a 12, 13, 14 ans. Et il y a des épisodes de Buffy comme dès la saison 1, Billy, le cauchemar, où on voit chaque personnage principal a un cauchemar spécifique, qui vient taper comme ça dans des trucs qu'on gardera toute notre vie, en fait. Les choses dont on a peur très jeune, elles restent d'une manière ou d'une autre, et Buffy vient là-dessus. Et derrière la série que nos parents voyaient des monstres en caoutchouc, il y a un véritable réalisme émotionnel qui fait qu'on est complètement happé dans cette série, et elle nous accompagne, et on voit Buffy grandir de ses 16 ans à ses, je sais plus, 22, 23, enfin 20, la vingtaine, quoi. Donc en fait, effectivement, on peut s'identifier à elle et à ses amis au Scooby Gang de nos 16 ans à toute notre vie, en vérité, parce qu'elle traverse aussi énormément de thématiques, autant qui va de l'enfance à l'adulte. Et donc, ce qui est intéressant, je trouve, avec Buffy, c'est que techniquement, quand on crée ce personnage, quand Joss Whedon crée le personnage, c'est que techniquement, c'est la blonde dans les films d'horreur qui se fait tuer au bout de 8 minutes, à peu près. Sauf que là, cette fois-ci, c'est elle qui botte des culs, en fait, littéralement, qui enfonce des pieux. Et donc, il y a un renversement complètement de la façon dont on perçoit et les femmes et les victimes, d'une certaine manière. Et tout ça en petite jupe, potentiellement, ou crop top, et fard à paupières bleu. Et ça, moi, j'admire énormément. Voire talons, parce que c'est quand même bien joué. On dit souvent de Buffy que c'est une icône féministe. Mais en fait, c'est quoi le féminisme à la Buffy ? Ça veut dire quoi, icône féministe ? Vous n'avez pas 4 heures, c'est maintenant. Alors, moi, je pense qu'il y a une... Enfin, si je peux tenter une réponse, c'est qu'en fait, je trouve ça fascinant la manière dont Buffy, au départ, elle est, sur le papier en tout cas, la redite d'énormément d'archétypes de personnages féminins qui existent dans les films d'horreur. Elle peut être par moments proie de slasher, victime dans un film qui serait un slasher, proie d'un vampire romantique, ou alors au contraire justement héroïne super badass, tueuse invincible, tout ça, ou alors vraiment héroïne de teenage movie à la Teen Wolf. Et en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on va poser cet archétype autour de Buffy, elle va en fait prendre complètement le contre-pied et aller questionner justement cet archétype et proposer autre chose à partir de ce postulat, et du coup en tirer quelque chose de beaucoup plus vrai. Et du coup, à travers cette espèce, je dis beaucoup du coup, je suis désolée, on me le reproche souvent, je suis forcée d'admettre que c'est vrai, à travers cette espèce de mosaïque qu'elle va créer de la représentation féminine à travers le genre au cinéma, elle va finalement réussir à incarner une image de la femme qui est beaucoup plus vraie, qui est beaucoup plus plurielle que ce qu'on nous autorise à être en général sur grand écran. Donc rien qu'en ça, c'est féministe. Après, bien sûr qu'il y a des combats féministes au sein de chaque épisode. Comme on le disait, il y a des épisodes qui sont vraiment à peine métaphoriques sur les violences conjugales, sur des tas de choses qui sont très importantes. Mais voilà, en termes de représentation, c'est toujours dire, ok, il existe ces images de la femme, ces archétypes, ils sont pourquoi pas vrais. En revanche, c'est aussi beaucoup plus que ça, et voici en gros toutes les déclinaisons qui peuvent en exister, toute la nuance qu'on peut y apporter. Et c'est aussi vrai, si je puis me permettre, aussi pour les autres personnages féminins de la série, où en fait on les découvre sous un archétype particulier. Je pense notamment à Willow, qui est vraiment la petite geek de service, Cordelia, qui est la bitch en chef. Et même elles sont autorisées à évoluer, elles sont autorisées à sortir du cadre dans lequel elles ont été mises. Après, sans oublier que ça reste quand même une série de son temps, créée par un homme qui a sa réputation, qu'on connaît. Il y a quand même des possibilités d'évoluer qu'on ne voyait pas souvent à la télé à l'époque. Et je sais que pour notre génération, ça a été décisif de voir ce personnage-là à l'écran. On s'est dit, on peut aimer le rose et les paillettes et défoncer des gens aussi.
cool, ça me va. Il y a possibilité, même si c'est pas forcément comme ça que pour nous ça s'exprime, il y a possibilité de jouer sur plusieurs tableaux, et c'était une des premières représentations dans la fiction de ces possibilités en éventail et la possibilité de choisir. Et après, si je peux me permettre un aparté, Sarah Michelle Gellar a pour le coup joué la blonde qui meurt au bout de 8 minutes 2 fois dans Souviens-toi l'été dernier et dans Scream 2. Donc je trouve ça très cool qu'en plus, même dans sa carrière, elle soit dit vas-y, je peux aussi tester un archétype, c'est marrant. Et puis on est à une époque de Buffy, la fin des années 90, dans l'histoire du féminisme et du féminisme américain. On est dans l'époque de la 3e vague féministe où on commence à se poser des questions sur l'intersectionnalité, mais on est aussi dans un truc un peu post-féministe. C'est l'époque du girl power, l'époque où on lisse un peu, où tout devient un peu un argument marketing, où les Spice Girls cartonnent aussi, et où on se dit bon, ok, on a des femmes fortes, elles sont cool. Enfin, il y a plus de sujet sur le féminisme. Et en fait, Buffy fait exactement l'inverse. Enfin, elle utilise ce truc un peu marketing, ce truc de mettre des meufs qui se maquillent, qui sont sexy et tout, mais pour raconter derrière une histoire du féminisme. En fait, chaque saison, le boss qui a à tuer est quasiment une figure patriarcale. En fait, dans la saison 1, c'est le vampire, la Dracula, pas de consentement, l'hypnose, l'emprise, tout ça. Enfin, c'est vraiment le vampire à l'ancienne. Et donc Buffy lui dit, elle le défonce. En saison 2, c'est le grand amour. C'est censé être le truc que toutes les filles hétéros recherchent. Et en fait, à la fin, elle le tue et l'histoire de Buffy continue. Donc tout ce truc très romantique qu'on verra ensuite dans Twilight, en fait, dans Buffy, ce qu'on nous dit, c'est que l'histoire de Buffy ne s'arrête pas à son amour pour Angel. En fait, ok, elle l'aime, mais derrière, elle a plein d'autres choses à vivre. La saison 3, c'est la politique, c'est le maire qui représente aussi une autorité patriarcale, le vieux gars blanc qui veut pas lâcher le pouvoir et qui littéralement bouffe ses enfants en fait pour continuer son ascension. La saison 4, c'est l'autorité militaire, donc c'est pareil, il y a vraiment une légère... Il n'y a rien qui va entre Buffy et sa manière de fonctionner en collectif généreux, en essayant d'avoir le moins de hiérarchie possible, avec en face une organisation militaire, voilà, ça ne fonctionne pas. Bon, si je continue comme ça, bon bref, jusqu'à la saison 7. La saison 7, c'est le mal absolu qui se tapisse en chacun de nous, et on peut aussi y voir un espèce de... C'est le patriarcat par lequel on grandit tous dans cette société qui nous inculque des choses, et c'est ça que Buffy essaie de tuer dans cette saison 7. Oui, celui qu'on a intégré finalement. Donc, Alexis, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, non, si. Non, mais je sais pas. Moi, il y a aussi quelque chose que je trouvais assez queer dans la série. Et c'était en fait, on parle de Buffy, etc. Mais moi, c'est un personnage évidemment très fort. Mais moi, je trouve que c'est aussi tous les personnages secondaires, même les méchants. Je trouve que d'avoir des personnages comme Drusilla, des personnages comme. En fait, pour des personnes queer, je pense qu'on s'identifiait pas mal aussi aux démons et à toutes les personnes qui, justement, en plus, il y a aussi une esthétique très punk dans la série. Et voilà, et je pense que c'est aussi pour ça que la série elle montrait quand même des personnages, vraiment des weirdos et des queers, des personnes différentes. Et je pense que ça passe aussi pas mal par, les actrices qui étaient choisies, mais aussi les personnages, et notamment, je trouve, dans les personnes qui incarnaient plutôt les méchants de la série. D'ailleurs, c'est intéressant de parler de l'aspect queer, en fait, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter non plus quand on parle de Buffy. Buffy a été une des séries qui a été l'une des premières à montrer un baiser lesbien, et sans que ça soit le sujet même de la série. C'est-à-dire qu'on est sur le personnage de Willow qui embrasse Tara, et ça, pour le coup, dans les années 90, fin des années 90, c'est quelque chose qui est, à part The L Word, il n'y avait pas quand même grand-chose qui est... Comment ? C'était avant The L Word même, tu vois. Donc il y a vraiment, on est sur quelque chose d'hyper symbolique. Je pense qu'on peut peut-être montrer un extrait qui est l'extrait... Alors cette fois-ci, je dis extrait. Voilà. Extrait numéro 2, le double visage, si on est raccord, pour montrer justement ce rapport au queer et même au camp carrément. Donc Marion, vous pouvez me dire un petit peu plus justement sur cette... là, on a Willow qui déjà nous met un petit indice finalement sur... sur sa sexualité, finalement. Parce qu'on est genre fin de la saison 2. Non, n'importe quoi, de la saison 3. Pardon. Et donc, en fait, elle va rencontrer Tara et découvrir son orientation sexuelle et l'explorer à partir de la saison 4. Et c'est vrai que il a disparu. Ah, si. Non, c'est pas grave. Je crois que c'est général. C'est général.
Bon, c'est pas grave, j'espère qu'on nous entend. Est-ce que vous vous souvenez des effets spéciaux dans... All right. Je crois qu'il y a un démon dans cette salle. C'est ça. Vous vous souvenez des effets spéciaux dans Buffy qui sont un peu aléatoires? Bon, bah là, c'est pareil. Voilà, tout pareil. Et finalement, résultat, on reste dans quelque chose d'hyper 90s, quoi. Okay, it's back. Oui, voilà. Et oui, ce qui est assez... Enfin, en fait, je trouve que dans cette scène, il y a un petit peu de tout parce qu'il y a l'humour de Buffy qui est vraiment très savoureux et qu'on capte peut-être pas quand on regarde ça à 14 ans, mais plus tard, quand on le revoit, enfin, c'est assez génial. Il y a ce côté aussi de foreshadow, anticiper en fait sur ce qui va se passer dans Buffy. Et puis il y a cette Willow qui a vraiment une trajectoire la plus spectaculaire de la série parce qu'elle commence, c'est une petite geek timide qui a du mal avec son identité, enfin qui est hyper qui se cherche en fait et qui a plein d'angoisses. Et après on voit sa version vampirique qui est un peu une version complètement exacerbée à l'inverse, qui est qui a beaucoup confiance en elle. Et la figure du vampire permet aussi d'aborder une certaine fluidité sexuelle. Donc là, on voit elle peut voir un peu ce qu'elle va devenir. Et après, la trajectoire de Willow, elle devient cette espèce de sorcière autodidacte, lesbienne, qui se passe complètement de la validation masculine. Et puis, ça permet aussi d'anticiper la grande Dark Willow qui va arriver aussi. Et du coup, voilà pourquoi j'adore cette scène. Et puis, dans Buffy, il y a aussi énormément de personnages qu'on appelle codifiés queer. Donc là, Willow, c'est drôle parce qu'elle n'est pas encore, elle va l'être officiellement, mais donc là, elle est codifiée queer, quoi. Et ce truc aussi de se auto-draguer elle-même, je trouve ça très, très drôle. Donc voilà pourquoi j'adore cette série. Mais je me retourne encore une fois vers Alexis, parce que tout à l'heure, vous parliez justement de l'importance... Oui, Alexis, pas de bol. L'importance justement de comment ça résonne éventuellement avec des personnes qui ont une identité queer. En fait, quel impact ça a quand on voit une série comme Buffy, quand on est jeune? Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, tiens, enfin, il y a une forme de je sais pas moi, de représentation, il y a quelque chose qui existe, en fait, enfin, de voir ça. Et surtout mis dans une histoire complètement... Enfin, c'est pas un film, waouh, c'est pas une série sur justement, en tout cas, l'homosexualité du personnage de Willow. Enfin, c'est pas du tout le sujet, quoi. Non, je pense que quand on est toute petite et tout, qu'on voit la série, on pense pas directement à ça, mais en fait, je crois que ce qui est très beau dans la série, c'est que ça montre vraiment des marginaux, que ce soit les geeks, que ce soit, en fait, tous les personnages, et en fait, je crois que c'est les losers, d'une manière plus générale, Alex, pareil, Xander, pardon pour les, et je crois que c'est ça, c'est une série qui est assez réconfortante parce que j'ai l'impression que quand on est ado et pas forcément spécialement et ado des bébés queer, quoi, je pense que c'est une série qui résonne beaucoup parce qu'on voit des personnages qui justement sont... même si d'ailleurs, même les personnages qui sont dans la norme, comme les personnages de Cordelia, moi je trouve que c'est une série qui a quand même diffuse beaucoup d'amour, et je crois qu'il y a de l'amour pour tous les personnages, et ça c'est très beau. Et il y a aussi un amour des actrices, parce que en fait dans Buffy c'est une série qui est assez ludique, et en fait il y a plein d'épisodes où les personnages qu'on connaît vont changer de visage. Et là par exemple il y a l'actrice Alyson Hannigan qui a un double rôle, et Buffy à un moment elle va changer de corps avec Faith, etc. Et je trouve qu'il y a une sorte de plaisir du jeu presque enfantine aussi dans la série. Moi c'est un truc qui me touche beaucoup et qui est presque de la performance, vraiment en termes queer. Et voilà, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien dans la série. Il y a un truc assez camp aussi dans Buffy qui est vraiment... il y a beaucoup de drag queens qui adorent Buffy, la drag queen. Pour ceux et celles qui suivent par exemple Drag Race, il y a Trixie Mattel qui est super fan. Il y en a d'autres. Et parce qu'en fait, le camp aussi, c'est à la fois une esthétique un peu grotesque, mais c'est aussi un goût pour le kitsch. Mais c'est aussi des dialogues qui jouent avec les stéréotypes de genre. C'est quand, par exemple, Xander dit « Il est temps pour moi de me comporter comme un homme et d'aller me cacher », ou c'est quand Buffy est complètement obsédée par sa voisine, elle est persuadée que c'est un démon, et puis et en plus c'est un peu vrai à la fin, mais et elle dit, et pour preuve elle dit à Giles, elle repasse ses jeans, elle est forcément démoniaque. C'est des trucs comme ça en fait qui sont géniaux dans Buffy. En plus de quasiment tous les personnages de Buffy sont soit métaphoriquement queer, soit codifiés queer. Buffy elle-même, c'est une personne seule, un peu spéciale. On voit à un moment donné, elle s'engueule avec sa mère
mère, elle part toute seule à Los Angeles. Quand elle s'engueule et qu'elle lui dit qu'elle est une tueuse, sa mère lui demande mais est-ce que tu as essayé de ne pas l'être? Enfin, cette scène, elle est terrible. Enfin, et en même temps, c'est une scène de coming out en fait. Et donc elle part et elle doit s'occuper d'elle-même. Et elle a quel âge à ce moment-là? Je sais pas. Elle a 16-17 ans. Elle part toute seule à Los Angeles. Elle est serveuse. Elle est dans un appart miteux et elle est triste et elle est seule. Et du coup, je pense qu'il y a énormément de thématiques qui résonnent avec les vécus queer dans Buffy. Et elle devient communiste aussi dans cet épisode. Elle a la faucille et le marteau. Ça, c'est vraiment. Buffy éveille aussi des consciences politiques. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je crois que vous imaginez pas toute la dimension en fait que Buffy, tout ce qu'elle couvre. Vu que il faut qu'on avance aussi. Et vous avez déjà eu un tout petit bout de cet extrait, mais autant le voir en entier. J'ai envie de vous dire. Si on y arrive. Voilà. Alors, on est bien d'accord que c'est le dernier extrait. Le dernier, parce qu'après c'est des images. Le dernier. Là, Buffy, Spike, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Eh ben, on va regarder cet extrait et justement raconter un petit peu comment Buffy peut-être pense toutes nos plaies. Non, mais je pense que celles et ceux qui ont vu la série savent à quel point potentiellement cette scène a un poids particulièrement. Et donc justement, parce qu'on parlait aussi de représentation adolescente, on parlait représentation queer et camp, mais aussi, avant toute chose, je pense qu'on a un lien émotionnel avec Buffy et cette série. C'est-à-dire que là, pour vous, quand on voit cet extrait-là, ce personnage qui, oui, elle est morte et ressuscitée, c'est un peu le concept de la scène, elle porte quelque chose pour nous. Ouais, pardon, je veux dire, parce qu'en fait, du coup, l'extrait s'arrête, mais en fait, pour moi, c'était la deuxième partie de la scène qui était encore plus belle, parce qu'en fait, elle dit « Et maintenant, je suis ici, quand je vis, quand je respire, tout ce que je vois, tout ce que je touche, c'est ça l'enfer. » Et donc voilà, pour moi, c'est la plus belle phrase de la série. Et en fait, ça parle vraiment de la dépression, quoi. Et je trouve que Buffy, ça parle vraiment... Enfin, il y a vraiment une ligne qui traverse toute la série, c'est sur la santé mentale des personnages, que ce soit le chagrin d'amour. Quand tout à l'heure tu parlais, tu disais que oui, elle a son premier amour, elle fait l'amour pour la première fois avec lui, et en fait il change. Je trouve que ça reflète, je pense que le cœur de la série, c'est vraiment les émotions et comment ça retranscrit hyper bien quand on est des jeunes adultes. En fait, c'est difficile de vivre, on ne sait pas comment gérer nos émotions. Et Buffy, elle est forte, elle les combat et elle y arrive. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau comme ça, de voir ce miroir quand on découvre des émotions qu'on n'a jamais vécues et qu'en fait, qu'on les voit sur l'écran comme ça nous aide vraiment à vivre et c'est très beau, quoi. Moi, je suis complètement d'accord. Alors, non seulement le discours sur la dépression, je le trouve hyper bien écrit justement à ce niveau-là, mais j'adore aussi cette scène parce que c'est le moment où Buffy, elle devient aussi héroïne tragique, parce que la scène de sa mort, en fait, ça aurait très bien pu être une fin parfaite pour la série, et ça repart derrière, et c'était pas évident de repartir après ça, parce que l'histoire était bouclée, et que c'était une très belle fin pour le personnage de Buffy tel qu'il avait été construit. Et donc quand elle revient, c'est comme une sorte de malentendu du destin. Enfin, c'est vraiment comme on nous le raconte. Donc c'est en soi l'essence de la tragédie. Et à ce moment-là, on atteint, moi je trouve, une dimension qui n'avait pas encore été atteinte dans Buffy à ce niveau-là. Et en fait, il y a toute une réflexion du coup sur le personnage de la femme forte dont tu parlais un peu, Marion, tel qu'il était construit à cette époque-là, mais la femme forte vraiment imaginée dans à travers un regard justement plus masculin, où la femme forte devient prétexte à de nouveaux fantasmes. Donc la femme forte, c'est une femme qui est invincible, qui n'est jamais prise en défaut, qui n'est jamais faillible, qui défonce tout sur son passage, mais qui est un peu héroïne de film d'action, mais qui n'est pas plus incarnée que ça. Alors que là, en fait, non, la vraie femme forte, elle est aussi en proie à ce genre de doute et à la dépression et à ce genre de démons. Et du coup, ça rend Buffy extrêmement humaine, et ça fait qu'elle nous parle en fait de choses. Enfin, c'est rare en fait les séries ou les films qui nous parlent de la mort de cette manière, parce que la série aborde la mort, alors avec le côté un peu comique de genre on plante des pieux dans tous les vampires qui passent. Mais aussi il y a la mort de la mère de Buffy qui arrive bien avant cet épisode, qui du coup parle de l'angoisse de la mort très profonde de manière très incarnée. Et à ce moment-là, quand Buffy elle meurt, en fait ça parle aux adolescents, aux enfants, mais même aux adultes qui regardent la série, du sujet de la mort, mais sans détour en fait. Pour de vrai, elle décrit en fait à quoi potentiellement ressemblait la mort, et de manière belle, et à quel point c'est une seconde mort finalement de revivre. Mais aussi, je mets en parallèle ça avec la scène où en fait elle est dans le cercueil et qu'on la voit reprendre chair, une scène qui est qui peut être un peu dégueu, parce que vraiment quand on voit son corps dans le cercueil,
ils y vont à fond sur la représentation d'un cadavre en décomposition, alors que c'est vraiment notre héroïne qui est toujours représentée jusque-là plutôt pomponnée dans la série, voilà. Et en fait, quand on est dans ces âges-là, mais même quand on est adulte, en fait, on se pose des questions quand on fait face à des deuils. On a envie de savoir ce que devient un corps dans la tombe, la personne qu'on a aimée, la personne qu'on a chérie, la personne à qui on s'est identifié. On a besoin de parler en fait de cette physicalité de la mort, je trouve. Et à ce moment-là, la série ose le faire. Et en fait, moi, je n'ai que très rarement vu ça au cinéma, surtout ou à la télé, surtout dans un produit entre guillemets aussi grand public que Buffy, quoi. Taous ? Léger changement de sujet. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites toutes les deux. Moi, en plus, j'ai un souvenir en tant que spectatrice de l'époque où ça a été diffusé pour la première fois, cette saison-là. Ça fait un moment que je l'ai pas revue cette saison, donc peut-être que je me trompe. Mais de mémoire, à partir du moment où elle revient, elle est relou. Et en fait, on passe notre temps, quand on le découvre l'épisode, cette saison-là, à se dire putain, mais elle est ingrate, pourquoi elle fait chier, elle fait tout le temps la gueule. Et après, on se prend cette scène-là dans la gueule, avec l'épisode, il y a l'épisode musical après qui où vraiment, ça nous met face aussi à notre façon de réagir face aux personnes qui ne vont pas bien, face aux personnes qui ont quelque chose dont elles n'arrivent pas à parler, et face à l'égoïsme finalement de tous les gens qui l'aiment, qui l'ont fait revenir par amour, mais qui n'ont pensé qu'à eux à ce moment-là. Et je me souviens vraiment de ce je suis peut-être un peu une merde en fait. Et en même temps, on les comprend et on comprend tout le monde dans cette série. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que tout est compréhensible et on peut se retrouver à chaque point de vue sans aucun problème. On n'a pas besoin de faire un grand pas de côté pour comprendre les différents ressentis des personnages. Mais c'est vrai que je me souviens vraiment de me dire putain, si c'est pour qu'elle fasse la gueule tout le temps, ça servait à rien de la faire revenir, quoi, parce que ils se sont fait chier, ils étaient en galère, ils ont fait tout ce truc-là pour la faire revenir et elle n'est pas contente. Ah oui, bah forcément, quand on... Ouais. Voilà. Et voilà, je me souviens vraiment de ce truc dans ma construction personnelle de d'accord, donc il n'y a pas que ma gueule qui compte finalement. Marion, je me suis... Non, c'est marrant parce que ce que tu dis, en fait, c'est du point de vue de Willow quand tu dis ça, parce qu'elle est là, genre, mais quand est-ce qu'elle va me dire merci de l'avoir ressuscité? J'ai failli crever pour, voilà, à un moment donné, girl. Et ça finit par arriver, mais en vrai, Buffy ment un peu quand elle lui dit ça, quoi. Et c'est vrai que quand elle revient dans cette saison 6, on sent le coup pour elle, en fait, émotionnel, psychique, et elle a besoin, du coup, à un moment donné, de se ressentir vivante, d'où sa liaison à la fois destructrice, charnelle, sexy, insupportable avec Spike. Voilà. Bref. Donc oui, non, c'est une grande série sur la santé mentale et on n'en a pas parlé, mais il y a aussi un grand épisode qui est très très aimé des fans qui s'appelle Normal Again, où Buffy se retrouve dans un hôpital psychiatrique après avoir été piquée par un démon. Et donc pendant tout l'épisode, on se demande si elle est réellement la tueuse ou si c'est une personne qui est atteinte d'un trouble très profond et qui en fait est dans un hôpital psychiatrique depuis le début de la série. Et ça, c'est aussi un épisode très fort sur la santé mentale. Et je te rejoins complètement sur le côté Buffy, c'est à la fois un stéréotype de la femme forte, badass de la fin des années 90 et en même temps elle le transcende complètement parce qu'elle montre des épisodes où Buffy a le droit de mal se comporter et très tôt dans la série en fait, dès le début de la saison 2, quand elle a tué le maître et qu'elle revient, elle se comporte comme une connasse avec ses amis, Willow et Xander dans le premier épisode, et c'est pour montrer le coup que ça lui a, le traumatisme pour elle que ça a été de vaincre le maître à la fin de la saison 1. Donc il y a vraiment un truc avec la psyché des héroïnes qui est forte dans la série et qui fait aussi, je pense, que on s'identifie à ce point-là. Et qu'elle marque sur le long terme aussi, en fait, finalement. Alexis, je voyais que le micro qui venait, qui repartait, il y a peut-être un truc à rajouter. Non, pas du tout, c'est un geste fantôme. Donc, justement, en parlant d'influence, normalement, j'ai un visuel qu'on peut mettre, s'il vous plaît. Normalement, c'est pas animé, les images, c'est juste des images. Des images. Mais c'est pour parler, en fait, finalement, de l'impact d'une série comme Buffy, parce que évidemment il y a un impact générationnel. Si on est plusieurs d'une même génération à regarder la même chose, très bien, ça crée quelque chose, d'autant plus à une époque où il n'y avait que 6 chaînes de télé. Enfin, je reviens d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais voilà, là vous voyez, il y a plusieurs images de séries. Il y a Véronica Mars ici, là on a Supergirl, le Doctor Who, enfin là le retour du Doctor Who et Supernatural, voilà. Et en fait, c'est-à-dire que Buffy, ça, c'est des séries qui ouvertement ont affirmé leur accointance et leur inspiration. Ouais, voilà, par Buffy. Non, vous pouvez vous redresser, hein, vraiment, on va la jouer plus naturelle. Mais voilà, qui ont littéralement
expliciter en fait leur inspiration par Buffy. Je pense Russell T Davies quand il relance Doctor Who, il dit clairement, par exemple, les dialogues de Buffy, ça m'a influencé, ça m'a permis de relancer Doctor Who, qui était quand même déjà une très très grande franchise. Enfin, je veux dire, il y avait un bon passé déjà sur Doctor Who. Donc en fait, à votre avis, c'est quoi l'impact de Buffy à la fois sur la série et peut-être sur le cinéma, et aussi, je parle notamment pour la créatrice qui a fait du cinéma parmi nous, c'est-à-dire Alexis, qui a fait un film récemment, à quel point Buffy, ça a eu un impact créatif, finalement. Bah non, moi c'est quelque chose qui m'accompagne depuis très longtemps, et il y a la scène là de la dépression, j'ai même mis dans un film littéralement le dialogue. Voilà, c'est un personnage qui était déprimé et qui regardait Buffy à la télé, on entendait ça. J'ai refait un remake de Buffy dans un film. Enfin voilà, c'est quelque chose qui m'anime souvent, et c'est juste, je pense souvent à l'écriture, et justement le fait de mettre les émotions au cœur je sais pas, il y a une manière bien particulière de mettre en scène les émotions, et en fait à chaque fois que j'écris, effectivement, moi il y a quelque chose qui j'aime bien l'idée que le cinéma permet d'accéder comment dire, que les personnages soient à cœur ouvert, et là Buffy c'est avec le fantastique, mais il y a plein de manières de le faire, et voilà, moi en tout cas c'est ça qui m'inspire. Donc vous pensez comment en fait Buffy, pourquoi en fait finalement on en revient à la question de départ, hein, c'est-à-dire que pourquoi Buffy, qui est sortie entre 97 et 2003, on est en 2024, on est en train de faire une table ronde à peu près sur ça. Enfin, pourquoi en fait on est toujours aussi fasciné. Est-ce que vous avez des exemples, parce que là j'en ai donné quelques-uns, mais peut-être d'autres exemples qui vous viennent en tête, qui sont clairement des descendantes de Buffy finalement? Bah, pour le coup, je trouve que Supernatural, c'est un très bon exemple, parce que c'est pour moi la même recette. C'est énormément de camp, comme tu disais, de second degré, de référence, de méta, voilà, et surtout énormément de sincérité et des gens qui s'éclatent à faire ce qu'ils font. Parce que une des raisons pour lesquelles Supernatural a duré 15 saisons alors que c'était censé durer 5 saisons à l'origine, après ça on en dit ce qu'on veut, hein, mais c'est qu'ils s'amusaient vraiment énormément à le faire. Il y a des références à Buffy dans Supernatural aussi, et il y a vraiment ce mélange de tous les thèmes qui touchent particulièrement à l'adolescence, et c'est Eros et Thanatos, c'est vraiment mélanger les extrêmes, c'est rigoler avec la mort, se mettre en danger mais pas trop, le croque-mitaine, enfin il y a plein de choses qui ressortent, qui mélangent l'enfance, l'adolescence et le passage à l'adulte, et il n'y a pas un âge, je pense, où on ne peut pas regarder ces séries-là et se dire ça me dit quelque chose, ou alors ça ressemble à quelque chose que j'aimerais vivre plus tard, ou que j'ai vécu avant, ou que je suis en train de vivre. Et ça fait partie des séries que... moi, je sais que Buffy, par exemple, il y a plusieurs blagues. Il a fallu que je les voie la série 2 ou 3 fois à l'âge adulte pour les comprendre. Notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'épisode Muet, où il y a la question de comment on tue le méchant, voilà, et que Buffy, elle fait... Et que tu as tout le monde qui la regarde, et elle prend son pieu, elle fait... Et moi, j'ai vu ça au début, en disant, c'est marrant, ils n'ont pas compris. Et j'ai revu la série à 18 ans, je fais, oh. En fait, c'était... Et il y a plein de choses comme ça de... J'ai pas compris. Est-ce que tu peux expliquer? Tu veux que je t'illustre? Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment tout un mélange, une recette qui marche super bien, mais qui est basée essentiellement sur la sincérité et l'envie de parler à ces tranches d'âge-là en les comprenant vraiment. Et tu vois, c'est typiquement ce qui pour moi n'a pas marché dans Charmed, c'est que ça manque cruellement de sincérité. Et on sent qu'ils essayent de faire quelque chose plutôt qu'ils sont en train de faire quelque chose. Donc, ils essaient de recopier Buffy en fait, parce que voilà. quand la chaîne commande Charmed à Aaron Spelling, on lui dit fais une sorte de Buffy. Donc voilà. C'est Aaron Spelling. Donc. Exactement, et c'est pas Joss Whedon, et il n'y a pas une ambition derrière. Mais après, d'un point de vue héritage, en fait, Buffy est partout, en fait, pas que dans les séries fantastiques. Buffy a créé effectivement un sous-genre à elle toute seule, en fait, qui est le teen drama fantastique, qui n'existait pas vraiment avant Buffy. Donc après, il y a eu des séries comme Teen Wolf, Vampire Diaries. Plus pour jeunes adultes, mais il y a eu True Blood, pour moi, qui est la suite non officielle de Buffy en vérité. Mais du coup,
au-delà de ça, il y a plein de showrunners de séries ultra vénérés aujourd'hui, comme Damon Lindelof, qui raconte encore en interview qu'il a compris comment fonctionnait un twist en regardant la saison 5 de Buffy et l'arrivée de Dawn à la fin du premier épisode. Voilà, il y a aussi eu ce truc-là du rebondissement, de tuer des personnages un peu trop féminins d'ailleurs, trop souvent, mais bref, de tuer des personnages dans Buffy comme le Jenny Calendar de la saison 2, Game of Thrones en fait. Enfin, il y a ce truc d'imaginer comme ça. Enfin, c'est un peu la série moderne en fait. Buffy, on retrouve plein d'éléments dans des séries auxquelles on se dirait pas c'est un héritage de Buffy. Même une série comme Mercredi qui a cartonné. On pense à la famille Addams, mais il y a aussi un peu de Harry Potter, mais il y a aussi du Buffy parce que c'est les marginaux qui racontent leur propre histoire dans Mercredi. Donc vraiment, tu parlais du cinéma. Bon, après, on connaît la carrière de. Enfin, non, on connaît pas tous, mais enfin, Joss Whedon derrière a fait une petite carrière au cinéma et a infusé un peu les blockbusters. Ce truc aussi qui a peut-être été beaucoup imité, rarement égalé, c'est les dialogues vraiment drôles, vraiment camp, et que même lui-même, il faisait bien dans Buffy, mais qu'après, ça a été un petit peu galvaudé dans la suite et dans les films comme Avengers, etc. Où là, je pense que c'est quelqu'un qui était peut-être plus fait pour les séries que le cinéma. Mais anyway, vraiment pour moi, l'héritage de Buffy, il est partout, en fait, dans la pop culture. Moi, rapidement, j'ai juste envie de citer l'exemple de Penny Dreadful, qui est une autre série que j'adore, qui est un peu la version adulte, émo, victorienne de Buffy. Et aussi, en fait, là, pour le coup, on est sur quelque chose de beaucoup moins drôle, mais qui est aussi un peu ce que tu disais, Taous, sur le côté extrêmement premier degré et l'importance qu'on accorde, du coup, au trauma et aux problèmes de chacun. Et encore une fois, avec cette espèce de pluralité de points de vue, qui sont tous respectés, qui sont tous compréhensibles à leur manière. Et en fait, l'utilisation de la figure du monstre et de différents monstres pour parler de différents points de vue subjectifs, différents problèmes, différents traumatismes. Donc voilà, ça, en fait, je trouve que c'est ce respect, cette espèce de respect, de sincérité et de comment dire, de justesse des points de vue, en fait, et leur pluralité qui fait aussi la force de Buffy. Merci beaucoup à toutes les quatre. Merci à vous d'avoir accepté tout ça. Mais voilà, merci à vous. Vous l'aurez compris, si vous ne l'avez pas vu ou si vous l'avez vu il y a un certain temps, revoyez Buffy. C'est toujours très très bien, ça vous fera du bien. Mais en attendant, il y a un film qui vous attend qui s'appelle Ginger Snaps. Et ça, c'est vraiment très bien. Mais surtout, il y a Marie Casabonne, la journaliste Marie Casabonne, qui va venir vous présenter le film.